Imaginez, vous avez déployé un site web, avec ça vous avez créé des workers qui permettent de traiter des tâches en asynchrone. Par exemple un export de données d'utilisateurs en PDF qui prend donc un peu plus de temps et ne peut donc pas être géré par l'API en synchrone. Bref, tout ça ça marche, mais votre site il commence à rencontrer un succès un peu fou. Et là il y a de plus en plus d'utilisateurs qui veulent exporter leurs données. Et là votre worker il est de plus en plus sollicité et à un moment juste il lâche. Pour corriger ça, vous démarrez donc une autre instance du worker. Au bout d'une semaine, votre site marche un peu moins bien, mais vous avez toujours deux workers qui prennent des ressources sur votre serveur alors que vous n'en avez pas forcément besoin. Également, vous savez que la nuit, personne ne fait d'export et vous auriez préféré attribuer ces ressources à d'autres tâches comme par exemple un cron qui s'occupe de nettoyer votre base de données. Ce que vous voulez dans ce cas, c'est un outil qui permet d'autoscaler ce worker pour ne démarrer que le nombre d'instances qui est nécessaire. Mais vous me connaissez, maintenant on va parler Kubernetes. Donc ces workers vont devenir des pods et ces ressources, ça va être des requests CPU ou memory. Pour répondre à ces problématiques d'autoscaling, les développeurs de la sphère Kubernetes ont créé deux outils, Horizontal Pod Autoscaler et Vertical Pod Autoscaler. L'Horizontal Pod Autoscaler permet de réduire la charge d'un worker en créant des nouveaux pods. Cette charge va donc être répartie entre tous les pods. Pour configurer ça, vous pouvez choisir d'augmenter ou de réduire le nombre de pods en fonction d'un certain threshold sur la charge du CPU ou de la mémoire actuellement utilisée. Imaginez vous avez un déploiement d'un worker avec deux pods. Le worker voit sa charge augmenter et dépasse la charge CPU que vous avez définie à 90% par exemple. HPA va donc créer un nouveau pod, les nouveaux traitements vont être pris par ce nouveau pod, laissant les deux autres pods traiter ceux qu'ils ont en attente et ainsi réduire leur charge CPU. Pour bien vous montrer comment HPA fonctionne, j'ai préparé une petite démo. Dans cette démo, je vais tout simplement déployer une appli ainsi que la configuration d'HPA pour augmenter le nombre de pods en fonction de la charge sur cette appli. Le premier truc que je vais faire, c'est que je vais appliquer sur mon cluster mon déploiement, donc qui est tout simplement une application Apache. Et à gauche, vous pouvez voir le pod de l'application Apache qui est en train de démarrer. Donc voilà, mon application est déployée et vous pouvez voir ici le pourcentage de CPU qui est actuellement utilisé ainsi que la mémoire. Et donc on voit que le CPU est utilisé à 0. Je vais démarrer une commande qui va générer de la charge sur cette application. Donc si vous regardez ce qu'elle fait, elle va tout simplement lancer un pod avec l'image BusyBox et elle va tout simplement appeler le service de ce pod en boucle pour générer de la charge. Donc si je lance la commande, on voit mon pod qui est en train de se créer, donc qui s'appelle Load Generator. Et là ici on voit OK. Tout simplement la réponse de notre serveur Apache. On voit sur mon pod Apache que le CPU est en train de monter, la mémoire également. Voilà, donc on voit le CPU a encore monté et là on est à 459, sachant qu'on avait une limite de CPU de 500. Donc là ça veut dire que mon serveur a atteint littéralement la limite CPU qu'on lui a donnée et on devrait voir dans notre script de charge que les réponses commencent à ralentir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser HPA. J'ai créé un petit fichier pour déployer donc une config HPA qui va pointer sur mon déploiement d'Apache et donc cette config va définir donc le minimum de réplica c'est 1, le maximum c'est 10 et la target c'est average utilization 50. Donc ça veut dire que si la charge CPU est supérieure à 50% de la request que je lui ai donnée, et ben HPA va tout simplement démarrer une nouvelle réplica. Donc je vais appliquer ce fichier, tout simplement voilà, taper HPA et donc on voit ma config qui se retrouve ici. Donc si je vais dans les pods, voilà, on attend un peu et HPA m'a tout simplement créé 4 pods pour répartir la charge. Donc ce qui va se passer, c'est que la charge va être réduite sur le pod de base et HPA va continuer à ajuster le nombre de pods jusqu'à ce que tous les pods soient aux alentours de 50% de leur charge CPU. Et voilà, donc j'ai attendu un peu et là maintenant je vois que au niveau des usage CPU, on n'est plus à 500 comme avant, mais on est plus aux alentours de 100, qui est donc la moitié de la request CPU. Donc HPA, là, dans ce cas-là, a fait son job. Le Vertical Pod Autoscaler, quant à lui, va toucher aux ressources d'un pod du worker directement. Au lieu de répartir la charge sur plusieurs pods, il va donc modifier les ressources CPU ou mémoire d'un seul pod en fonction de la charge qu'il se prend. On reprend mon exemple de worker avec une charge CPU élevée. Ici, mon worker est configuré avec un corps de CPU et 500 Mbps de mémoire. Mais le CPU est utilisé à 90% et il risque donc d'y avoir du CPU throttling.
Un ralentissement en gros. Vertical Pod Autoscaler va donc augmenter les ressources CPU à 2 corps. Enfin, ce pod va redescendre vers une charge CPU acceptable. Donc je vous ai fait la démo sur HPA, maintenant je vais pouvoir faire la démo sur VPA. Donc pour ça, j'ai créé une autre app qui est pour VPA. Donc le seul truc qui change, c'est le nombre de réplicas qui est à 2, puisque VPA ne peut pas changer les requests d'un pod s'il n'y en a pas un deuxième, puisque ça voudrait dire qu'il devrait recréer le pod et donc on n'aurait plus de pod durant la recréation. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté 2 réplicas sur cette appli. Donc comme avant, je vais appliquer cette appli. J'attends, voilà, donc j'ai déjà mes 2 pods qui sont créés. Comme avant, je vais démarrer mon script qui va générer de la charge et on va attendre un peu histoire de voir le usage CPU de ces 2 pods. Donc voilà, les métriques se sont actualisées et là je vois que sur mes 2 pods, j'ai une charge CPU de 231 et 271. Mais donc c'est au-dessus de mes requests, hein. On voit le pourcentage CPU par request, on a 115%. Ce que je vais faire, c'est tout simplement appliquer ma config VPA et je vais vérifier. Donc là, il est bien créé, il est en mode recreate. Donc ça veut tout simplement dire qu'il va recréer le pod qui pense que c'est nécessaire s'il veut modifier les requests. Et voilà, donc là on a vu que mon pod s'est recréé et si je describe, je peux voir que dans les limites et dans les requests, il a des valeurs différentes. Donc pour rappel, à la base, je lui avais mis une limite de 500 millisecondes en CPU et 200 millisecondes en request. Et là on voit déjà que la request CPU est de 323 et la limite 807. Et donc, si je vais voir mon VPA, on peut voir que ici, il m'a mis des recommandations. Ça va tout simplement être le recommandeur qui va faire ses recommandations pour le pod en fonction de l'utilisation. Et c'est le updater qui va recréer un des pods avec les bonnes recommandations. Donc il va d'abord recréer un pod, ensuite l'autre, pour pouvoir appliquer les bonnes requests. Ces 2 outils sont donc indispensables si vous utilisez Kubernetes, puisqu'ils permettent d'adapter les ressources de vos pods automatiquement sans devoir manuellement monitorer et modifier les valeurs à la main. Mais si on regarde bien, leur utilisation est quand même limitée. Déjà, on ne peut pas mettre à 0 réplica notre worker, ce qui serait pratique si on sait qu'il n'a pas besoin de tourner pendant la nuit par exemple. Et autre problème, si je veux gérer mon autoscaling en fonction d'autres métriques que le CPU ou la mémoire, imaginons un worker qui traite des messages RabbitMQ ou Kafka, on voudrait le démarrer quand il y a des messages, mais c'est pas possible avec HPA ou VPA. C'est là qu'arrive Keda, un outil maintenant devenu culte au sein de la CNCF et qui répond aux problématiques que je vous ai posées. Pour fonctionner, Keda a besoin de plusieurs choses. Déjà, il va exposer plusieurs CRD Kubernetes pour vous permettre de configurer votre autoscaling. Le plus important, c'est le scale d'objet. Sur cet objet, vous allez pouvoir définir le déploiement à observer, mais également la métrique à monitorer, ainsi que les valeurs de threshold qui vont trigger les phases de scaling. Mais je reviendrai sur ça plus tard. Ensuite, il va déployer plusieurs composants comme l'opérateur et le metric server. L'opérateur est un contrôleur Kubernetes. Il va contrôler tous les scales d'objets sur le cluster et créer toutes les sous-ressources nécessaires, mais également les mettre à jour s'il y a une modification. Enfin, le metric server est un composant qui va aller récupérer les valeurs des métriques que vous avez configurées sur vos scales d'objects. L'autoscaling de Keda fonctionne en 2 phases. La première est la phase d'activation. Lorsqu'une certaine métrique atteint la valeur que vous avez configurée, l'opérateur va modifier le déploiement pour passer le nombre de pods de 0 à 1. Prenons l'exemple de mon worker. On veut qu'il s'active quand un message arrive sur sa queue RabbitMQ. Le metric server va regarder en continu le nombre de messages. Quand un message arrive, l'opérateur va activer le worker. La deuxième phase est la phase de scaling. Une fois le déploiement démarré, Keda va déléguer le scaling à HPA. Et donc le fonctionnement est le même que je vous ai expliqué plus tôt. Quand votre métrique dépasse le threshold configuré, il va démarrer un nouveau pod. Et inversement. Seulement ici, la métrique ne sera ni CPU ni mémoire, mais la métrique que l'on a configurée dans le scale d'object. Maintenant on sait comment Keda permet d'activer, désactiver un déploiement, mais voyons comment il fait pour aller chercher nos métriques custom grâce au scaler. J'ai beaucoup parlé de métriques, mais je vous ai pas dit d'où elles venaient. Pour HPA et VPA, on récupérait les métriques CPU et mémoire. Celles-ci sont donc accessibles grâce à l'API de Kubernetes. Mais Keda permet de récupérer des métriques sur d'autres services externes, comme par exemple Postgres, Redis ou RabbitMQ. Pour récupérer ces métriques, Keda propose un grand nombre de scalers qui permet de requêter ces différents services. Pour les configurer, il vous suffira de définir une requête à effectuer pour générer votre métrique et une valeur de threshold dans votre scale object. Et le metric server de Keda s'occupera d'aller récupérer la valeur. Reprenons notre exemple avec RabbitMQ. Le scaler de Keda pour RabbitMQ possède une config mode qui permet de choisir le type de query. On a beaucoup de choix, mais ce qui nous intéresse c'est queue length.
Ensuite, une config pour le nom de la queue à requêter. Et enfin, on a une config value qui définit le threshold qui va créer une nouvelle instance de notre worker quand la valeur est dépassée. Pour configurer la valeur d'activation, il faudra rajouter la configuration activation value. Notre scaled object final ressemblera donc à ça. Donc quand notre queue test aura 5 messages, Keda va démarrer notre worker. Si le nombre de messages augmente et atteint 21, on dépasse la valeur configurée et Keda va démarrer un autre pod. Et si ça augmente encore jusqu'à 41, on aura 3 workers. Et là on se retrouve pour la dernière démo qui est celle pour Keda. Alors pour celle de Keda, ça va être un peu différent. Dans cette démo, je vais vous montrer comment une application peut démarrer en fonction d'une queue RabbitMQ. Donc le premier truc que je vais faire, c'est tout simplement déployer un RabbitMQ. Donc voici mon YAML pour le RabbitMQ. Je vais tout simplement l'appliquer dans mon cluster. Voilà, donc là je l'ai créé. J'ai mon pod qui est en train de démarrer. On va attendre un peu. Donc j'ai mon RabbitMQ qui est démarré. Je vais tout simplement port forward histoire qu'on ait un aperçu donc, de la page de management de RabbitMQ. Donc voilà, j'ai bien accès à mon RabbitMQ. Donc la deuxième chose que je vais faire, c'est je vais déclarer une queue donc, que je vais appeler hello. Donc c'est cette queue qui va être consommée par notre application. Je retourne sur l'interface et je vois bien ma queue qui a été créée, donc ma queue hello. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est déployer mon consumer, donc ça va être mon worker. Dans ce cas-là, je me suis pas trop embêté. Mon consumer, ça va juste être une image BusyBox qui va attendre 30 secondes. Elle n'a pas besoin de consommer le message. Pour cette démo, on va juste voir que Keda va créer un pod en fonction des messages. Donc je l'ai mis à 0. Donc ça, c'est pour également montrer comment Keda va activer le worker, donc passer de 0 à 1 pod. Donc je vais tout simplement tout de suite appliquer. Donc j'ai bien mon RabbitMQ qui tourne, mon consumer qui est à 0. Dernier truc, je vais déployer donc mon scaled object sur le cluster. Donc le scaled object, je vous rappelle, hein, c'est la config de cette application pour Keda. Donc la première option que j'ai mis, c'est le cooldown period. Donc j'ai mis à 30. En fait, le cooldown period, c'est le temps que Keda va attendre avant de scale down mon worker. Donc imaginons Keda a démarré 5 pods et je n'ai plus de message sur ma queue. Et ben, il va attendre 30 secondes avant de prendre la décision de couper le worker. Scale target ref, ça va être pour définir quel déploiement je veux targeter par ce scaled object. Donc dans ce cas-là, ça va être le consumer. Ensuite, pour les options de RabbitMQ, donc je vous les avais présentées. La première, donc c'est la queue name hein, que j'ai mis à hello, donc c'est la queue que je viens de créer. Le mode queue length, donc c'est le mode qui permet de changer le nombre de pods en fonction du nombre de messages sur la queue. La value, donc combien de messages il faut qu'il y ait avant de créer un pod. Et l'activation value, combien de messages il faut qu'il y ait avant de passer de 0 à 1 pod. Et enfin host, tout simplement pour se connecter au RabbitMQ. Donc là, dans ce cas-là, j'ai pas changé les identifiants. Donc c'est guest et RabbitMQ.default. Donc c'est tout simplement ce RabbitMQ hein, que je viens de créer. Donc comme dit, donc, je vais appliquer mon scaled object. Donc je peux le retrouver sur mon cluster. Donc il est ici. Il est bien configuré. Et voilà, là vous pouvez voir le message Keller RabbitMQ is built. Donc là, ça veut dire que Keda a bien réussi à récupérer la métrique. Et si je regarde sur mon cluster, il m'a également créé un HPA. Donc automatiquement, il a créé Keda HPA RabbitMQ. Et si je vais voir cet HPA, on peut voir que dans les métriques, j'ai cette métrique S0 RabbitMQ Hello. C'est ce que je vous disais, c'est Keda, une fois qu'il a activé mon déploiement, et ben, il va tout déléguer à HPA. Et en fait, il va tout simplement exposer la métrique S0 RabbitMQ Hello à HPA. Et donc, c'est HPA qui va gérer le scaling en fonction de cette métrique. Donc là, on peut voir que je n'ai toujours pas de consumer, hein, il est toujours à 0. Et ben, on va tout simplement créer des messages dans cette queue pour pouvoir activer ce worker. Donc pour ça, j'ai une petite commande qui va me créer le nombre de messages que je veux. En premier, je vais créer 3 messages dans la queue. Donc ça voudra dire qu'on dépasse 2, qui est l'activation value, et donc Keda devrait me créer un worker. Envoyer les messages, donc message publish, machin. Si je vais sur mon interface, que je vais sur Hello, je vois bien que j'ai 3 messages ready. Si je retourne là, je vois bien que mon consumer se crée. Et si je vais sur mon HPA, je vois que sur Target, donc là dans métrique, je vois 3 sur 5. Là, je vais relancer la commande pour recréer 3 messages. Donc ça veut dire qu'on aura 6 messages, donc on dépasse 5, et donc il devrait me créer un deuxième pod. Donc là,
Voilà, je retourne sur mon cluster et je vois dans les pods, j'ai un deuxième pod qui est en train de démarrer. Également, si je vais sur HPA, donc on voit 6 sur 5, donc on dépasse la target, il m'a créé un nouveau pod. Donc j'ai bien mes 2 workers vu qu'on a 6 messages. Et donc, si vous suivez, je vais recréer plusieurs messages. Donc je vais en créer 4. Donc bien sûr, bien évidemment, je me suis trompé. Il fallait pas que j'ai 10 messages, mais 11, hein, puisqu'on doit dépasser la value de 5. Donc là, j'ai rajouté 2 nouveaux messages. Donc ça veut dire que dans ma queue, j'ai 12 messages. Et donc, au final, je retrouve bien mes 3 pods pour mes 12 messages. Si je lance une dernière commande donc pour purger les messages, donc je vais me retrouver tout simplement avec 0 message. Donc là, je retrouve mes 0 messages. Et ben en fait, Keda va bien désactiver le worker, hein, vu qu'il n'y a plus de message. On repasse en dessous de l'activation value. Et donc, il repasse à 0 pod le déploiement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à la liker. Et si vous aimez les vidéos sur Kubernetes ou le DevOps en général, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Bref, encore merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.